Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la 53e épicerie culturelle sur Radio Grand Lac. Ça fait quand même un certain nombre d'émissions. Radio Grand Lac que vous trouvez sur le 92.1 FM ou sur le www.radiograndlac.com. Alors nous sommes ensemble en direct pendant 1 heure et aujourd'hui nous allons parler des podcasts. Alors les podcasts qui sont devenus aujourd'hui incontournables, on en retrouve beaucoup et de toutes sortes sur une multitude de plateformes prévues à cet effet. Sachez qu'en 2023, 82% des Français écoutent chaque jour de l'audio d'information, ce qui est quand même énorme. Avec un taux de progression aussi énorme et qui touche finalement toute la population, que ce soit les jeunes, les moins jeunes ou les moyens, on va dire. Voilà. Avec moi pour parler de ce sujet, 4 créateurs de podcasts qui nous racontent des histoires inventées, des histoires imaginées ou des témoignages. Tiffaine Lemarois, merci. Merci. Bonjour. J'allais dire bonjour d'être là, c'est pas mal, hein, ça le fait, mais c'est une autre formule. Karen Turc, bonjour Karen. Bonjour. Antoine Guillot, bonjour Antoine. Bonjour. Et Roxane Tuillier, bonjour Roxane. Bonjour. Merci à vous d'être ici avec moi sur le plateau. Alors aujourd'hui, on va parler de ces podcasts dont vous êtes les créateurs de contenu différents selon ce que vous proposez. Alors peut-être que déjà dans un premier temps, ça serait bien d'avoir un tour de table en nous expliquant un petit peu ce que vous proposez en fait en podcast, les catégories. Alors Tiffaine. Alors moi, ce que je propose, c'est une série bénévole qui s'appelle La Voix des Lucioles sur des histoires de résilience. Et je suis aussi créatrice de podcasts personnalisés pour les entreprises et les particuliers. Ok. Donc moi je suis producteur fondateur de Carnet d'Art Podcast qui est porté par la compagnie Caravelle et le grand axe c'est l'art, la culture, le patrimoine, raconter des histoires, se raconter et notamment avec l'association avec les puristes avec Karen pour un podcast bien particulier parce qu'on propose 6 émissions différentes chez Carnet d'Art mais dont les puristes. Et rebonjour à tous. Oui, donc Les Puristes, un podcast qui est dédié aux histoires, et plutôt je dirais anecdotes historiques d'Aix-les-Bains, et légèrement avec des clins d'œil sur, pardon, excusez-moi pour les des anecdotes mondaines aussi sur la Belle Époque et autres. Voilà, podcast historique. Et Roxane? Oui, bien moi je propose des podcasts littéraires dans le sens où je vais lire voire plusieurs extraits d'une lecture récente que j'ai beaucoup aimée. Alors, on va tour à tour développer en fait vos podcasts, s'intéresser aussi à vous, à mieux savoir finalement qui vous êtes, votre parcours, pourquoi vous avez finalement, qu'est-ce qui vous a motivé en fait à raconter des histoires, à partager. Alors, on va commencer tout de suite avec finalement des podcasts qui touchent l'histoire d'Aix-les-Bains. Avec Karen Turc et Antoine Guillot. Alors peut-être que vous pouvez vous présenter votre rencontre. Oui, alors notre rencontre, elle commence à dater maintenant. Hein. Ça fait une quinzaine d'années, je pense, quelque chose comme ça. On était encore tout petits. Oui, mais ça passe vite, 15 ans. Jusqu'à présent, ça passe très vite. Donc, de mon côté, déjà, j'ai fondé Carnet d'Art, qui a été un magazine papier, un webzine, même une maison d'édition, une maison de production audiovisuelle à un certain moment. Tout ça s'est arrêté en 2019. Donc de 2013 à 2019, voilà, c'était la première page de l'histoire du Carnet d'Art. Et depuis l'année dernière, on a relancé Carnet d'Art en podcast avec 6 émissions différentes. Donc on rayonne notre bassin d'action, c'est le sillon alpin, disons les Deux-Savoie, le nord de l'Isère, le sud de l'Ain, mais avec une volonté de désenclaver des montagnes ces territoires-là et du coup de les ouvrir sur le monde et que le monde s'ouvre et une petite porte ouverte sur nos belles montagnes et nos beaux lacs. Et du coup, c'est imposé comme tout naturel le partenariat avec les puristes et avec Karen, qui de ton côté t'as monté un blog depuis quelques années. Et donc on a inventé le format audio des puristes en relatant des histoires du patrimoine d'Aix-les-Bains, des histoires plus ou moins insolites qu'on connaît plus ou moins, mais dans l'idée
toujours, moi je viens du théâtre et encore aujourd'hui c'est mon métier principal, d'écrire et de mettre en scène des spectacles ici ou à travers le monde. Mais du coup pour raconter des histoires et du coup pour s'approprier soi-même, pour s'approprier son patrimoine, son histoire et puis surtout pour très bêtement faire communauté quoi. Et c'est autour de ce patrimoine et autour de ces histoires communes qu'on se retrouve et qu'on se reconnaît comme Aixois, comme Savoyard, comme même plus largement comme Français. Enfin voilà. Donc ça participe à cette construction ou en tout cas cet enrichissement d'identité et individuelle et collective. Alors visiblement c'est aussi ce que vous partagiez donc avec Karen. C'était on va dire un noyau commun, en tout cas une volonté commune, puisque Karen, vous êtes aussi fondatrice des Puristes, oui, qui a finalement cette vocation aussi de dénicher, de montrer, de mettre en lumière peut-être des histoires d'aujourd'hui, des histoires d'hier reliées à la ville d'Aix-les-Bains. C'est ça, c'est un blog qui est apparu sur le web en juin 2020, donc période qui parle à tout le monde. On sort du premier confinement et l'idée c'était en fait c'était aussi une prise de conscience pour ma part en fait de dire on a de la chance, on vit dans une région formidable, etc. Enfin ça c'est, je pense que tout le monde, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui seront d'accord avec cette affirmation. Et donc l'idée c'était aussi de se dire mais il y a quand même des choses à mettre en avant sur notre territoire. On est beaucoup d'acteurs à le faire. Ce parti pris rédactionnel, c'était, je veux dire, quelque chose que j'ai fait de manière isolée. Et puis très vite, j'ai été rejoint par des contributeurs très ponctuels ou par une amie, Julie Rivière, qui est photographe et donc qui a permis de donner aussi une très belle étoffe à ce blog. Et puis, il y avait toujours quelque chose qui me titillait. C'était l'histoire de la ville, peut-être un peu en réaction avec notre Instagramisation de la communication. Très bien, il y a le lac, très bien, il y a la montagne, on est au courant aussi. Mais qu'est-ce qui se passe au centre-ville? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est cette richesse? Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours animée. Mais j'ai pas forcément habité jeune à Aix-les-Bains, mais j'ai beaucoup vécu. J'ai fait mes études, j'ai été lycéenne. Et ma maman travaillait au centre-ville. Elle a toujours pu pousser quelques portes, m'emmener dans des anciens palaces, ou même quand on a les rendez-vous chez le dentiste, on arrive dans souvent des très beaux immeubles, même si les professions libérales ont tendance à quitter le centre-ville. Mais voilà, on a vraiment ce patrimoine qui est saisissant, et il suffit ensuite de faire ses études ailleurs et de s'apercevoir, oui, il y a des très grandes villes qui ont une dynamique et autres, mais pour une petite ville, on a quand même des choses à dire. Alors dans votre blog, j'ai relevé entre guillemets, vous avez dit il y a un art de vivre façon aixoise. Oui. Ça m'a un peu interpellée. Je me suis dit tiens alors ça m'a fait finalement cheminer, partir en me disant qu'est-ce qu'elle a voulu dire, comment finalement on retrouve cet art de vivre aussi dans ce que vous montrez finalement, que ce soit à travers le blog des Puristes ou à travers aujourd'hui ce que vous partagez dans vos podcasts avec Carnet d'art podcast avec Antoine Guillot. Je pense qu'on a une douceur de vivre liée au lac, évidemment. On a aussi cette chance d'être sur une ville sportive et, encore une fois, un patrimoine qui fait notre fierté. Et donc, tout ça mis bout à bout, on a aussi la chance d'avoir un seul lycée public, donc on a tendance à se brasser. Donc en fait, Aix-les-Bains reste un village, et tout ça fait qu'il y a une identité aixoise. Il suffit même d'aller faire ses études à la fac à Chambéry et on s'aperçoit qu'on est aixois. Et c'est pas du tout une histoire de chauvinisme ou autre. C'est plus vraiment l'idée de se dire, ça c'est une part de notre ADN. Alors, on va tout de suite écouter un premier extrait d'un de votre podcast et on se retrouve tout de suite après pour en parler. On n'a pas peur de l'affirmer. Marie-Laetitia Bonaparte-Wise est un pur produit politique de son temps et donc de l'ère romantique. Née en 1831 sous le règne de Louis-Philippe, roi des Français, elle est la 4e enfant d'un mariage de haut rang entre le diplomate britannique Sir Thomas Wise et la nièce de Napoléon, Laetitia Bonaparte. Elle est donc petite-nièce de Napoléon. Élevée dans les jupons de la mondaine Juliette Récamier, elle tient toute jeune mariée un salon parisien remarqué. Là, elle ne manque pas de marquer sa désapprobation sur le coup d'État du 2 décembre 1851. Mais c'est sans doute son pamphlet contre Mademoiselle de Montijo, à savoir l'impératrice Eugénie, qui lui coûte l'exil prononcé par le Second Empire à son égard. C'est parce que la Savoie constitue encore un État à part entière, le royaume de Piémont-Sardaigne, que cette petite nièce de Napoléon en fera sa terre d'asile,
Adieu, Marie Bonaparte-Wise, bonjour Marie de Solms. Napoléon III aurait aussi interdit d'user du nom de Bonaparte. Bienvenue en Savoie. Quoi de plus normal pour cette érudite abandonnée par son mari rallié à l'oppresseur que de rebâtir à Aix-les-Bains son petit Paris à elle. Acte premier et fondateur de Marie de Solms, la création de son propre théâtre à son domicile en 1854, puis sur un terrain tout proche de l'actuelle gare. Ce sera le premier théâtre implanté à Aix-les-Bains, dans la mesure où le Casino Grand Cercle, inauguré en 1849, n'abritera qu'en 1880 un théâtre permanent. Ce théâtre de Marie de Solms se fait baptiser le Théâtre du Chalet, et Marie de Solms en est naturellement la directrice. Elle y fait jouer ses propres pièces, compilées dans la revue Les Soirées d'Aix-les-Bains, ainsi que des pièces inédites d'Alfred de Musset, Alexandre Dumas, François Ponsard, Octave Feuillet. Merci pour cet extrait. Ça nous donne aussi à entendre, à s'imprégner en fait ce que vous nous proposez. Et aussi ça donne à entendre aussi aux auditeurs qui nous écoutent ce que vous diffusez finalement sur les réseaux sociaux, sur comment. Alors tout ça est diffusé, oui, à la fois sur les réseaux sociaux, mais en fait c'est diffusé sur le site de carnetdartpodcast.com et après sur toutes les plateformes d'écoute. Vous choisissez votre préféré, Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Je sais pas toutes les faire, YouTube, etc. Enfin, vous pouvez. Il y en a pas partout. mal. Voilà. D'accord. Mais là, c'est un très bon exemple une très bonne illustration de ce que tu disais tout à l'heure, Karen. En fait, ce qui me frappe, c'est quand je fais visiter Aix-les-Bains à des gens qui viennent pas d'ici, que ce soit ailleurs en France ou même dans le monde, ce qui les frappe, c'est ce qui reste de la belle époque, enfin beaucoup du 19e siècle, du début du 20e siècle. Et il y a vraiment ces traces, ces vestiges même parfois de cette époque-là dans Aix-les-Bains, et c'est ce qui fait clairement l'identité, la colonne vertébrale de cette ville. Et là, c'est une manière, tout le monde connaît Marie de Solms, en tout cas le nom, parce que tout le monde à Aix-les-Bains connaît cette rue, mais qui connaît l'histoire de cette femme? Là, voilà ce qu'on propose avec les puristes, et voilà tout le travail extraordinaire que Karen fait de recherche, notamment avec les archives, etc., pour reconstruire un récit, pour expliquer. C'est vrai qu'on a une source qui est inépuisable et qui est très très riche. C'est une époque qui est magnifique, parce qu'on est à la fin du Second Empire, on est début de la Troisième République, enfin en France et dans le monde, il se passe plein de choses. On remonte quand même jusqu'à 1920 à peu près. Donc sur les 40-50 ans qu'on couvre là, il y a en fait le monde se recompose et Aix-les-Bains aussi. Et donc voilà ce qu'on propose avec un gros travail de sound design derrière le récit. Alors justement, j'allais parler du sound design parce que c'est aussi un apport qui est quand même très fort aussi, qui vraiment vient accompagner aussi une histoire, une atmosphère dans laquelle en fait on a plus la facilité en tout cas d'y rentrer, de rentrer dans l'histoire. Là on a écouté par exemple aussi les sabots des chevaux qui nous ramènent finalement à une certaine époque, qui nous transportent. Donc là Antoine, je pense que c'est aussi ta position de metteur en scène qui intervient peut-être dans ce sound design aussi. Oui, alors comment après, vous travaillez avec un sound designer? Oui, ce sont des émissions qui sont réalisées par Jérémy Buatier et après on a 4 monteurs sound designers sur les puristes parce qu'on sort quand même un nouvel épisode tous les mois et il y a pas mal d'heures de montage et de travail sur chacun des récits. Donc voilà, après on travaille avec des monteurs et sound designers qui sont un peu éparpillés en France. Il y en a beaucoup qui sont en Bretagne, mais il y a toujours eu un lien entre la Savoie et la Bretagne de toute façon. Ah bon? Parce que les Savoyards sont partout, comme les Bretons d'ailleurs. Ça c'est pas mal. Tiens, je la retiens. Merci. Mais c'est vraiment le parti pris initial de cette collaboration avec les puristes, de donner accès, en fait, de prendre par la main l'auditeur pour rentrer dans ces récits qui, alors parfois on dit vas-y, on va te parler de l'histoire de Napoléon, etc. Alors ça peut ne pas être très ragoûtant, mais en fait on enveloppe ça de musique, de sound design, de bruit, etc. Et on plonge dans une certaine atmosphère qui fait que on est attrapé. En fait, ça s'écoute assez facilement ce produit. Et puis on a une promesse d'avoir des émissions très courtes. On a alors combien de un podcast, une dizaine de minutes. Donc finalement, c'est une concession qui me semble plutôt acceptable sur le temps libre. Alors vous faites comment vous faites des séries? C'est des séries sur des thématiques? Comment vous vous organisez?
Alors pour cette première saison, parce qu'il y a 2 réponses, je pense qu'on peut donner à ça. Pour cette première saison, on a déjà pioché dans les articles existants du blog, en se demandant, déjà en s'attachant aux articles qui traitent du patrimoine, et puis après en se demandant ceux qui sont le plus appropriés à mettre en récit audio et à illustrer. On se pose la question pour la 2e saison qu'on aimerait bien signer. Enfin, en tout cas, côté Carnet d'Art Podcast, on aimerait bien signer. Voilà. Voilà, en direct. Aussi, voilà, on vient de dealer devant témoins. C'était pas très compliqué, hein. Visiblement. J'ai vraiment là, c'était simple. Hein. Beaucoup d'enthousiasme. Mais on se pose la question pour la 2e saison. Voilà, pourquoi pas lié à certaines actualités, pourquoi pas lié à certains événements aussi du territoire. Là, peut-être, on peut dire en avant-première au mois de juin, il y a un épisode qui va sortir sur les Jeux Olympiques, qui ont un lien avec Aix-les-Bains, mais ça, Karen, tu pourras en parler mieux que moi. Oui, ou qui aurait pu avoir un lien. Qui aurait pu, oui. Je pense qu'il faut qu'on donne rendez-vous au mois de juin. Voilà, donc les épisodes sortent tous les 10 du mois sur le site carnetdartpodcast.com, encore une fois sur toutes les plateformes d'écoute. Alors merci beaucoup. On va marquer une pause avec une musique que tu connais très bien, Karen, puisque j'avais accueilli ton compagnon qui est Alors non, c'était le chanteur du groupe, mais c'était pas mon compagnon. Mon compagnon. Voilà, mais alors décidément, il est bassiste. D'accord. Bah, c'est bien de rectifier. Oui. Donc on va écouter Snow de Woods. Merci. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Merci à vous de nous suivre en direct sur Radio Grand Lac. Nous sommes dans l'épicerie culturelle du territoire et aujourd'hui nous nous intéressons aux podcasts, aux créateurs aussi de contenu. Ces podcasts en fait qui connaissent un vrai engouement aujourd'hui, qui nous racontent des histoires qui appartiennent à un passé, à un présent, des histoires vraies, inventées, des témoignages. On en connaît aujourd'hui vraiment de toutes sortes. Donc avec nous aujourd'hui sur le plateau, Karen Turc, Antoine Guillot, Tiffaine Lemarois, Roxane Thuillier. Alors Tiffaine, toi tu es créatrice de 2 podcasts, La Voix des Lucioles et La Voix du Cœur. Tu as un parcours tu as fait des études dans l'audio. Merci. Tu vois, moi j'ai un petit problème parfois pour parler. Voilà. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce podcast, déjà peut-être parler de La Voix des Lucioles, puisque c'est le premier podcast que tu as réalisé en bénévolat. Exactement. Alors oui, j'ai eu une carrière dans l'audio. Déjà, j'ai passé pas mal d'années en tant que chargée de production dans le doublage de films et de séries et de post-production son. Et puis un jour, c'est suite à un drame, moi, que j'ai commencé le podcast. En 2019, j'ai vécu le drame du décès d'un de mes enfants. Ça a été extrêmement difficile et j'ai été heureusement très très accompagnée dans ce drame par mes proches et puis par des professionnels de santé. Je le dis parce que pour moi le podcast c'est aussi le média de l'intime. Et puis au moment où j'ai recommencé à voir que la joie recommençait à arriver dans ma vie et qu'il n'y avait pas que de la souffrance, ce que je pensais inenvisageable quelques mois avant, je me suis dit cet espoir je veux le communiquer au plus de personnes possible et c'est là qu'est venue mon idée de faire un podcast qui s'appelle La Voix des Lucioles et qui s'intéresse à des histoires de résilience. Alors dans un premier temps, j'ai raconté mon histoire dans le premier épisode et puis après je suis allée un peu partout, que ce soit dans notre région mais aussi à Paris, dans le sud de la France, en Suisse, etc. où des personnes m'ont ouvert leurs portes pour me raconter aussi leurs histoires, des personnes qui, comme moi, voulaient pas nier la souffrance, mais voulaient montrer que l'espoir existait, même dans les moments les plus sombres. Et c'est comme ça qu'est née ma série de podcasts bénévoles qui s'appelle La Voix des Lucioles. Qui a eu beaucoup de succès. Oui, il y a beaucoup de médias qui en ont parlé, il y a eu pas mal d'écoutes et beaucoup de retours très positifs sur les épisodes, de gens qui m'écrivaient, qui aient ou non vécu une épreuve et qui me disaient les bienfaits que ça leur avait fait d'écouter les épisodes. Alors, finalement, tu as eu 2 positions. Tu as eu la position, finalement, où tu as raconté ton histoire. Tout à fait. Et après, la position où tu es allé, recueillir, finalement. Tout à fait. L'histoire et permettre la parole
Exactement. Alors, j'avais envie aussi de parler de ce point-là, de libérer finalement la parole. On parlait d'intimité, raconter aussi des histoires aussi qui appartiennent dans le passé, avec aussi du sound design. C'est aussi finalement rentrer un petit peu dans une petite niche un peu intimiste, on va dire. On crée une certaine intimité. Et j'aimerais, Tiffaine, peut-être que tu peux nous raconter aussi ou nous témoigner de ce que tu as pu vivre. Est-ce que tu as eu des anecdotes aussi de ces personnes qui ont finalement ouvert leur cœur, témoigné de leur résilience aussi, de leur chemin de résilience? Tout à fait. Alors des anecdotes, j'en ai par dizaines parce que j'ai enregistré 17 épisodes depuis. Et celle que je retiens, c'est souvent les gens qui, comme tu dis, se libèrent. Alors j'avais comme anecdote une personne que j'ai enregistrée qui était très médiatisée par ailleurs. Et en fait, elle m'a raconté son histoire et elle m'a dit c'est la première fois que j'oublie le micro et que ma famille apprend des choses d'un podcast. Et elle m'a appelée en pleurs après la diffusion de son podcast pour dire merci parce que ma famille a mieux compris mon histoire. Et c'est ça aussi le podcast, ça amène des compréhensions plus profondes, ça brise des solitudes, ça brise aussi des tabous. Et c'est ça que j'aime aussi dans le podcast. Alors la voix est aussi réconfortante, c'est-à-dire il y a ce qu'on dit et puis il y a aussi la manière dont on le dit, les mots qu'on emploie, qu'on pose. Tout ça aussi peut contribuer en fait à guérir, réconforter, apporter une certaine douceur. Tout à fait, et c'est pour ça qu'on dit que la voix est la musique de l'âme, je crois, et qui peut. Enfin, moi, je suis convaincue des nombreux pouvoirs qu'a la voix pour, comme tu dis, comme je le disais tout à l'heure, briser des tabous, mais aussi amener des compréhensions, faire passer des messages forts. Il y a des gens que j'ai enregistrés qui avaient jamais raconté leur histoire auparavant, et c'est ça aussi, c'est cette façon de libérer la parole et que les personnes puissent les écouter et comprendre les choses sans être interrompu, parce que face à un micro, on peut tout dire, on peut se confier et on fait pas attention à notre apparence puisque c'est que la voix justement. Alors on va écouter un extrait d'un de tes podcasts. Et on se retrouve à couvrir la libération de Mandela. On avait fait des meetings, les premiers meetings de l'ANC où Mandela libéré apparaissait. Et ça a été un de mes grands souvenirs de news. Alors visiblement, c'était pas celui-ci qu'on voulait entendre. Exactement. Alors rien de grave. En fait, celui-ci, c'est un podcast que j'ai réalisé. Effectivement, c'est un extrait de podcast que j'ai réalisé, mais pour mon activité professionnelle, qui est La Voix du Cœur. En fait, on parlait de La Voix des Lucioles, qui est mon podcast bénévole. Et que j'ai réalisé donc sur des histoires de résilience, mais quand j'ai vu les bienfaits, et du coup ça m'amène à ça, c'est pas plus mal, quand j'ai vu les bienfaits que ça faisait sur les gens que j'interviewais, j'ai décidé de créer un nouveau métier. Donc je suis devenue réalisatrice de podcasts pour particuliers et entreprises, et pour les particuliers je leur propose de raconter leur histoire, et là ils me payent pour ça. Parce qu'ils ont envie de raconter leur vie professionnelle, qu'ils ont envie de laisser un message à quelqu'un qu'ils aiment, qu'ils ont envie de laisser une trace, parce que j'enregistre toutes sortes de personnes. Et là, l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est un homme qui voulait partager avec sa famille sa vie professionnelle un peu hors du commun, puisqu'il était photographe. Il a été photographe de la reine d'Angleterre, entre autres. Et il a été photographe le jour de la libération de Mandela, justement. C'est des moments qu'on a envie effectivement de fixer, de mettre en mémoire de manière très forte. Aujourd'hui, on a les photos, on a la photo, la vidéo, et il y a encore aussi, je pense, quand on parle du podcast, finalement, c'est uniquement l'audio. On a peut-être une écoute qui est différente. Alors après, je ne sais pas ce que vous en pensez, et vous pouvez aussi peut-être réagir par rapport à ça. On a une écoute qui est différente en fait quand on est uniquement sur l'audio que lorsque on a l'audio et la vidéo, où là on va regarder la personne, les détails, finalement une posture. Ça éveille l'imaginaire en fait d'avoir que l'audio. On se concentre pas sur l'image que renvoie la personne. On se concentre vraiment sur ce qu'on entend, et ce qui peut faire jouer beaucoup d'imaginaire. On peut se reconnaître en la personne, et il est prouvé qu'un message sans la vidéo est beaucoup plus impactant
qu'un message, et qu'on le retient beaucoup mieux qu'un message avec la vidéo, parce qu'on n'est pas parasité par ce qu'on peut voir justement. Oui, peut-être un complément, mais c'est vrai que nos yeux fatiguent, on est happé par nos écrans. D'un métier à l'autre, en tout cas dans le mien, je suis quand même énormément derrière mon ordinateur, et si j'aspire à un moment de détente, c'est juste ouvrir les oreilles et me créer justement cette bulle, et je trouve que c'est très bien aussi par rapport aux enfants. En ce moment, on voit aussi les livres audio qui apparaissent. Enfin, on est un petit peu, voilà, on sent qu'on a besoin de reposer nos yeux et de refaire travailler l'imaginaire, c'est ça. Alors, on va écouter le deuxième extrait de ton podcast, qui est là pour... C'est une contamination positive. C'est ça qu'il faut viser. Tu vois, c'est comme quand il y a eu le virus. Attention, on va tous se contaminer. Alors, c'est pareil avec la joie, c'est pareil avec la haine, c'est pareil avec le courage, c'est pareil avec la résilience. La résilience, c'est un truc parmi tant d'autres qui est très important, mais qu'il faut transmettre, qu'il faut partager pour qu'on se contamine les uns les autres. C'est très joli aussi quand on a la musique, parce que finalement la musique aussi porte une voix, et une voix aussi, c'est aussi une histoire. Et je trouve que c'est vraiment, que ce soit tous les sound design, les musiques en fait qu'on peut mettre aussi à travers, même derrière un réel. Aujourd'hui, on voit très facilement n'importe qui, et même avec des photos, on peut choisir une musique qui va être plus ou moins impactante et dire des choses différentes, qui vont donner aussi un message différent aussi aux images. Tout à fait. Là, je travaille avec un pianiste, justement, un compositeur qui me fait en général les musiques, que ce soit pour mon activité professionnelle ou pour ma série bénévole. Alors peut-être aussi, j'aimerais savoir, j'avais une question aussi, Tiffaine, parce que tu dis que tu commences à travailler pas mal avec les entreprises. Quel type de demande tu as ? Alors, la plupart du temps, en ce moment, j'ai des demandes de podcasts pour de la communication interne. Je pense, par exemple, à une entreprise qui fait du luxe en Suisse. Ils ont 6000 employés sur le même site. Et ce qu'ils voulaient, c'était que j'enregistre une personne de chaque corps de métier qui raconte son histoire, qui raconte comment il est arrivé dans l'entreprise, pour que les autres collaborateurs puissent avoir accès à ce témoignage et que ça crée des liens en interne. Donc voilà, j'ai pas mal ça, mais après le podcast, maintenant c'est devenu le média incontournable des entreprises, et ça depuis quelques années maintenant, c'est en expansion, et ça peut être pour justement ce côté créer du lien, mais ça peut être aussi pour de la communication externe, parce qu'il est prouvé qu'une entreprise qui utilise le podcast est perçue comme plus innovante, que ça apporte quelque chose, c'est le côté, tout le côté storytelling, et que comme le disait un entrepreneur de la région, il me disait, avant de vendre un produit ou un service, on vend souvent une histoire, et c'est ça à laquelle les gens se rattachent, c'est souvent à notre histoire. Bien sûr. Alors j'avais aussi envie on va continuer en fait cette émission autour de la voix aussi, de l'impact qu'a la voix, et notamment avec la lecture. Alors Roxane Thuillier, tu es prof de français. Oui, exactement. Passionnée par la littérature et par la lecture aussi à haute voix, que tu fais merveilleusement bien. Donc on va t'entendre et on parlera ensuite. Ok. Alors j'ai choisi un extrait des Rêveries du promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, mais j'expliquerai 2-3 choses après. Mais durant ce petit nombre d'années, aimé d'une femme pleine de complaisance et de douceur, je fis ce que je voulais faire. Je fus ce que je voulais être. Et par l'emploi que je fis de mes loisirs, aidé de ses leçons et de son exemple, je sus donner à mon âme encore simple et neuve la forme qui lui convenait davantage et qu'elle a gardée toujours. Le goût de la solitude et de la contemplation naquit dans mon cœur avec les sentiments expansifs et tendres, faits pour être son aliment. Le tumulte et le bruit les resserrent et les étouffent. Le calme et la paix les raniment et les exaltent. Qu'est-ce qui te touche dans ce morceau ? Qu'est-ce qui fait que tes lectures en fait t'ont mené en fait à vouloir les mettre en avant, les partager aussi en podcast avec les autres, par des fiches de lecture ? Alors notamment des fiches de lecture, pas que là, j'ai décidé de me diversifier. Il faudra attendre un peu pour voir les autres choses que je propose, mais majoritairement oui, ça va être des fiches de lecture
et ce que j'appelle des lectures audio. Donc là, déjà, j'aime vraiment bien Jean-Jacques Rousseau. J'ai trouvé que cette œuvre était à part, très différente de ce que je peux lire d'habitude. C'est vrai que je suis quand même très portée sur les classiques. D'ailleurs, tu as dû le voir. Et le fait que la découpe soit différente, d'habitude, c'est vraiment découpé en chapitres. Là, c'est vraiment découpé en promenade. Parce qu'en fait, Jean-Jacques Rousseau s'est mis en retrait des hommes et à travers ce qu'il appelle ces 10 promenades, qui sont un peu tout autour de Paris, va l'amener à avoir des réflexions qu'il n'aurait pas forcément eues s'il était encore à l'intérieur de la société. Et donc, il y a toutes ces réflexions-là philosophiques, parce que Jean-Jacques Rousseau, ce n'est pas qu'un écrivain, mais c'est aussi un philosophe des Lumières, 1712-1778, n'est-ce pas? Et c'était vraiment une approche différente. J'aime quand les choses vont plus en profondeur. J'aime, beaucoup les classiques, mais j'aime aussi la poésie. Vraiment beaucoup de poésie. Je trouve qu'il y a un impact qui est très, très différent, d'ailleurs. Et c'était toute cette originalité, oui. M'a plu. Alors, j'avais aussi envie de te dire et te poser la question à la fois. Donc, je sais pas, faut que je me mette d'accord avec moi-même, là. Je vais dire ce que je pense. En fait, t'écouter lire, nous donne envie de lire. Est-ce que c'était est-ce que c'est une vocation, en fait, de tes podcasts, de donner goût à la lecture? Alors oui, et d'ailleurs c'est vrai que, d'ailleurs c'est ce que tu disais Karen tout à l'heure, on est énormément arrivé sur nos écrans par notre travail, et je trouve que c'est bien aussi de parfois pouvoir déconnecter, d'avoir aussi cette approche différente de la lecture. Souvent on est avec son livre papier, mais le fait de lire à voix haute donne un sentiment, je trouve, différent, une expression des sentiments qui est autre, et qui peut aider notamment les élèves qui ont parfois du mal à lire des classiques, que ça soit en poésie ou autre, et de pouvoir aussi, pourquoi pas, leur donner envie de lire carrément le livre. Alors comment est-ce que tu peux nous présenter tes podcasts? Oui, comment ça se présente? Alors et où on les trouve? Alors pour le coup, pour mes podcasts, il faut se rendre sur ma page Facebook qui s'appelle La Bibliothèque de Roxane Tullier. Alors Roxane avec un seul N, rapport à Cyrano de Bergerac. C'est pour ça. Pardon. Pas de souci. Et puis j'ai aussi un compte Instagram, Roxane.t2lr. Donc là, on note. C'est noté. Tout le monde note dans le studio, donc vous dans votre voiture ne notez pas, mais retenez, et on donnera de toute façon les informations après sur la page Facebook de l'épicerie culturelle du territoire, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc je poste à intervalles réguliers, donc j'alterne effectivement entre fiches de lecture et ce que j'appelle donc des lectures audio pour avoir une approche différente. Très bien. Ça me fait penser aussi à toi, puisqu'on est sur la lecture, sur la voix, sur l'expression. Finalement, l'expression de la voix par le théâtre. Donc, tu es prof de théâtre? Alors non, je suis artiste intervenant dans certains établissements scolaires, au lycée Baudelaire à Annecy, au lycée Vaugelas à Chambéry. Mais mon métier premier, c'est celui d'écrire des histoires, d'en inventer, et puis celui d'en mettre en scène, donc d'aider les comédiens à donner corps à ces histoires-là. Et je trouve très intéressant et très touchant la lecture qui vient d'être faite, parce que, comme disait Victor Hugo, la forme, c'est du fond qui remonte à la surface. Et c'est tout l'enjeu de l'exercice de ces podcasts. Effectivement, Roxane, tu disais que, Tiffaine, pardon, tu disais que le podcast, c'était le média de l'intime. C'est vrai que c'est un peu comme la lecture, en fait. On se retrouve avec nos oreilles tout seuls dans notre voiture, ou alors avec nos écouteurs à faire la vaisselle, on a tous un lien particulier avec le podcast, après qu'on partage ou pas. Et ça, c'est ça qui est intéressant aussi, voir ce qu'on partage. Mais pour moi, ce qui est central là-dedans, c'est que quand on lit Rousseau, ou quand on recueille des témoignages sur des questions de résilience, ou quand on raconte des histoires sur le patrimoine, en fait, on raconte des histoires, et non un mantra à la compagnie Caravelle et fortiori chez Carnet d'Art Podcast, c'est toute identité et narrative. Il n'y a pas d'identité sans les histoires qui la racontent. Donc, notre métier, c'est de raconter des histoires pour les enrichir, pour les questionner, pour créer des liens, pour mettre en mouvement de la pensée, de l'émotion. Et tout ça est lié, en fait. Ce qui est intéressant aussi dans le podcast, c'est que la pensée et l'émotion, ça passe par un seul média qui est celui de la voix.
Donc en fait, c'est la même chose, la pensée et l'émotion au moment où on écoute, au moment où on produit le son, c'est la même chose. Et ça, mais c'est magique. En fait, ça rejoint énormément ce qu'on retrouve au théâtre, où on est devant des acteurs qui sont Bien sur sûr. scène en direct, on peut pas tricher. C'est peut-être une fausse situation, des fausses identités, etc. qu'ils incarnent le temps de la représentation. Par contre, au moment où on est devant eux pendant le spectacle, c'est pour de vrai ce qu'ils sont en train de vivre. Alors peut-être qu'ils s'appellent pas Roxane dans la comédienne qui joue la maîtresse de Cyrano s'appelle pas Roxane dans la vraie vie, mais par contre au moment où elle joue ça, le gars s'appelle Cyrano et la meuf s'appelle Roxane. Voilà, et ça c'est pour de vrai. Ça J'aime nous bien embarque la dans- meuf s'appelle Roxane. J'aime Et bien le ce gars. décalage rock'n'roll. Edmond Mais c'est- Rostand. mais c'est important, ça. Je pense que c'est important enfin, il faut pas négliger ce pouvoir essentiel, mais je pense que c'est intrinsèque à notre identité en tant que Homo sapiens, quoi. Le fait de se raconter des histoires. Et d'ailleurs, alors sans citer des auteurs, si du coup en citant un auteur qui fait peut-être polémique, mais Harari dans son développement de l'Homo sapiens, là, il l'explique très bien. Comment ça se fait que l'Homo sapiens a survécu face à tous les autres homos qui existaient? Parce que c'est celui qui a commencé à se raconter des histoires pour élargir son cercle, qui était plus la cellule familiale, mais du coup qui est venue une cellule de communauté un peu plus grande. Du coup, il y a une organisation qui se fait différemment. Il y a un tronc commun qui se fait différemment. Du coup, il y a potentiellement des croyances. Il y a les mémoires d'ancêtres qui peuvent commencer à arriver parce qu'on commence à se raconter des histoires, à se transmettre, etc. Voilà, tout ça, c'est essentiel. On est composé de ça. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, dans une mondialisation, dans un Occident de l'état dans lequel il est, dans le monde en général, l'état dans lequel il est, je pense que c'est capital de revenir à cette notion d'identité narrative et cette importance de se raconter des histoires. Et puis, oui, il y a effectivement cette importance de raconter des histoires, et comme on l'a vu aussi avec, finalement, aussi la puissance de notre voix et de notre intégrité. Finalement, c'est par la voix, en fait, qu'on va aussi donner notre intégrité avec, est-ce qu'on vit l'intégrité de nos sentiments, presque, j'allais dire. On est forcément à nu derrière un micro. On peut pas tricher. Le moindre petit tremblement, la moindre petite appréhension, etc., s'entend. Mais c'est ça qui est beau. En tout cas, nous, on cherche pas à l'effacer, pas du tout. Bien sûr, il est là et on n'est pas et des notre bêtes. histoire. Voilà, et notre histoire, on la raconte avec ça, et c'est très beau, quoi. Voilà, et dans la lecture et dans les témoignages qu'on a pu entendre tout à l'heure, c'est super, quoi. Je bois ces paroles. J'ai vu les tiennes tout à l'heure. Ça se voit, ça se voit. Ça se voit ou ça se voit. Voilà. Je suis convaincue par tout ce qui vient de se dire. Après, c'est vrai, on voit aussi même les variations dans la voix, c'est-à-dire même dans le chant, alors que ce soit le chant ou même quand on parle, c'est-à-dire si on a confiance ou pas confiance, on a une voix qui peut un peu monter ou connaître un petit peu des règlements. Voilà, on reconnaît une voix posée, une voix vraie, une voix qui doute. Et c'est vrai que moi j'ai cette petite anecdote que quand j'enregistre quelqu'un pour un podcast personnalisé, privé, au début la voix est toute fluette et tout ça, et puis au fur et à mesure de l'enregistrement la personne prend confiance, et puis il y a une voix qui ressurgit et qui fait que limite je dois baisser mes micros, et c'est intéressant à voir. Donc il y a une libération de la voix, une libération de l'histoire, oui. une libération de la personne. Finalement, le podcast en fait a beaucoup de vertus humaines, bien au-delà de juste proposer même une histoire aux auditeurs. C'est-à-dire que c'est à la fois un bénéfice pour ceux qui nous écoutent, mais également un bénéfice aussi pour nous qui les faisons. C'est ce que je me disais toujours, c'est que quand j'ai commencé le podcast, je pensais le faire pour les auditeurs, uniquement pour les autres. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de la série à quel point ça avait été thérapeutique pour moi et pour toutes les autres personnes qui se sont racontées à mon micro. Est-ce que vous voulez partager justement sur les effets, les vertus de la création de podcasts par rapport à votre histoire ?
Moi, je pense que il y a aussi une idée d'échange, de générosité, de cadeaux quand on fait un podcast, qu'on enregistre quelque chose, qu'on enregistre un récit, que ce soit le nôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Mais quelque part, on fait un cadeau à un auditeur qu'on connaît pas. En plus, on balance ça en ligne, qui va écouter, potentiellement le monde entier, mais voilà. Et l'auditeur reçoit ce cadeau et nous fait cadeau de cette écoute. Et qu'est-ce que ça crée, ça? En fait, ça crée un lien un peu étrange parce que on se connaît pas les uns les autres, quoi. On connaît pas forcément le physique de la personne qu'on écoute, et puis nous, derrière le micro, on connaît pas les gens qui sont en train de nous écouter. Mais cette idée de partage, c'est toujours la même chose, quoi. On échange, et du coup, ça nous raconte des trucs. Ce partage, en fait, qui vient, se poser au creux de nos oreilles. Il y a quand même cette intimité, je le redis, parce que je trouve que c'est vachement important, quoi. C'est cette voix qui vient à nous, en fait. On vient à nous. Quand vous enregistrez du contenu et quand on vous écoute, il y a vraiment cette dimension de vous venez à nous tout près, au plus près de ce qu'on est. Et ça, je trouve, c'est très beau. Et quelque part, c'est aussi un grand sentiment de gratitude. Moi, pour ma part, je suis absolument novice, et le podcast qu'on enregistre, c'est grâce à l'expérience d'Antoine Guillot et des personnes qui ont la sympathie de l'accompagner et de couper, remonter des émissions qu'on fait souvent sur le fil, vu que nous, c'est vraiment une émission qu'on fait à titre bénévole également. Donc voilà, on sait qu'on a une part de reconnaissance quand on a la chance d'être écouté, et peu importe les statistiques, d'ailleurs je ne les connais pas et je veux pas les connaître, mais je trouve c'est très réjouissant de savoir que quelqu'un a consacré de son temps et de son intérêt et de sa curiosité, et que ça a fait germer, et d'ailleurs c'était le propos de Roxane, de dire moi, si quelque part j'ai réussi mon pari, si j'ai redéclenché l'envie de lire, quelque part nous les puristes on a gagné notre pari. Si quelqu'un a relevé un petit peu les yeux de son téléphone en marchant, et en disant tiens, c'est le nom de cette rue, c'est quoi? Ah oui, pourquoi? Peut-être qu'il s'est passé ça, et dans sa tête de transformer, de se faire du 3D, de se dire peut-être qu'il s'est passé ça, etc. Je reviens à ma question, Karen Turk. Oui. La question, c'était aussi quelle vertu, quel bienfait, en fait, ça fait. Alors c'est aussi très intéressant, ce que tu viens de nous dire, merci. Mais quelle vertu et qu'est-ce que cela a provoqué, en fait, en vous, le fait de pouvoir partager, de vous libérer, en fait, par le podcast. Donc c'est vrai qu'il y avait déjà ce sentiment de gratitude, et ça c'est réel. Très bien. Et bien sûr une petite confiance, de se dire en fait je peux aussi m'exprimer par ce biais. C'est très important. Roxane? Oui, c'est vrai, je rejoins ces propos, et puis il y a ce côté aussi un peu... ce que je veux dire, c'est peut-être un peu contradictoire, mais ce partage d'intimité, c'est-à-dire faire entrer les auditeurs dans notre univers, connecter nos goûts aux leurs, ou alors peut-être justement leur faire découvrir nos goûts, et pouvoir les rattacher. Et vraiment, on peut publier des podcasts en disant c'est juste le plaisir, et puis si ça prend, tant mieux. D'accord. Et au niveau ouverture, au niveau qu'est-ce que ça a provoqué chez toi, ou qu'est-ce que ça Alors moi, assez étrangement, ça m'a aidé à prendre confiance en moi, cette lecture audio. J'avais du mal à me l'autoriser. Puis comme tu le sais, il y a un drame qui m'est arrivé en 2020. Et là, j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, mais en fait, t'as qu'une vie. Donc si t'as envie de le faire, tu le fais. Il est où le problème? Il n'y en a pas, en fait, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Oui, il faut aussi être audacieux, faut l'ouvrir. Ouvrons-la, quand même, de temps en temps, ça fait du bien, aussi. Et puis s'ouvrir avec authenticité, ça permet à d'autres de faire pareil. Se dire, elle a montré sa fragilité par ce podcast, quelle que soit l'histoire. Et peut-être que moi, je peux montrer la mienne, etc. Donc, c'est aussi une ouverture pour ceux qui écoutent, de se dire, moi, peut-être que je peux faire et puis, on est tellement dans un monde aussi où on nous attend performants, en forme, toujours bien, pas défaillant, pas de conneries à l'antenne, rien, ou ailleurs, voyez. Je trouve que, en fait, ça toutes nos fragilités aussi, pouvoir les dire, pouvoir les partager, c'est aussi partager notre humanité, et c'est peut-être même ce qui fait qu'on est le plus attachant. Voilà, c'est aussi, je m'interroge à ce sujet. Je suis tout à fait d'accord, et c'est
c'est ce qui revient à se dire, voilà, on a tous nos failles, on a tous nos fragilités, et puis montrer sa vulnérabilité, finalement, c'est un cadeau qu'on fait aux autres, quoi. Ça donne ça permet, j'allais dire, ça donne la permission, c'est peut-être un peu fort, mais ça permet aux autres de donner l'allant, en fait, à vous suivre, peut-être aussi comme modèle, et à s'ouvrir finalement avec ce qu'ils sont, enfin avec authenticité. Je parlais avec une personne qui accompagne les personnes en fin de vie, parce que c'est des podcasts que je peux être amenée aussi à réaliser, des personnes qui sont en fin de vie, qui veulent laisser une trace, et elle m'expliquait que voilà, montrer que je lui demandais, mais est-ce que c'est pas trop dur, est-ce que des fois tu t'as pas la larme à l'œil quand tu parles à la personne, et elle me disait en fait si je l'ai, et c'est lui montrer que lui aussi il peut montrer sa fragilité envers moi, puisque moi je le fais. Alors, en parlant de fragilité ou d'émotion, Antoine, tu avais prévu aussi une lecture. On avait prévu ensemble une lecture. Je trouve que ça serait aussi intéressant de pouvoir t'entendre. On a entendu Roxane. On va t'entendre avec finalement deux émotivités, deux personnes différentes, avec deux parcours différents. On peut aussi même si les histoires racontées sont différentes, je trouve que voilà, ces voix aussi portent des choses différentes. Alors, si je peux me permettre une petite introduction avant la lecture, j'avais prévu un texte avant de venir. Donc, tu m'as demandé un texte que j'ai écrit. Oui. J'avais prévu un texte qui s'appelle Ilvi, qui a quelques années maintenant, qui est traduit dans plein de langues, qui sort en mandarin à Taïwan au mois de décembre. Pour ceux qui sont à Taipei à ce moment-là. Alors, s'il te plaît, ne le lis pas en mandarin. Alors, je parle pas mandarin, mais bon, j'avais prévu ce texte-là. Mais en fait, en entendant les témoignages aujourd'hui, je change et je prends autre texte qui est plus récent, d'un spectacle qui est sorti au mois de décembre, qui s'appelle Guillotine, qui est issu d'une histoire vraie où, en gros, c'est l'histoire de quelqu'un qui se fait tabasser à mort par 5 types qui lui tapent dessus avec des barres de fer, et ils tapent dessus, ils arrêtent de taper quand ils pensent qu'il est mort, à s'étouffer dans son sang sur le trottoir. Et donc c'est l'histoire de ce gars-là qui se réveille, qui est paralysé et qui doit se réapproprier son corps, qui doit se réapproprier sa vie, qui doit essayer de comprendre ce qui s'est passé, en sachant que il se passe plein de choses. Je vous passe les détails. Et il parle à ses agresseurs aussi. Okay. Et si j'étais mort ce jour-là, 27 années étouffé dans une flaque de sang sur le trottoir d'une ville qui pue la pisse. Ça paraît vulgaire. La vie déchirée par les balles, ça paraît vulgaire. La joie écrasée par la folie meurtrière, le souffle éclaté sur le bitume poussiéreux, ça paraît vulgaire. Ça l'est. Allongé, là, inconscient. Comme si la voix d'un nouveau moi. Comme si plus à même de parler du vivant qu'avant. Comme si ça, une toute petite flamme qui a déchiré la nuit de sa barbarie, comme si tout ce sang sur le visage, les mains, ne plus ressembler à son reflet, rire de cette volonté qu'ils ont eue de déchirer cette gueule d'ange, comme si cette liberté de se lever et de marcher, personne ne peut la prendre, comme si l'envie d'être marginal ressuscitait plus forte que la barbarie qui tue, comme si écrire cette histoire, la solution pour commencer enfin à exister, raconter cette histoire, rendre la liberté, attenter à un être humain, attenter à l'humanité tout entière. C'est comme si je sentais se frotter contre ma peau, sointant de plaies qui ne cicatriseront jamais, les corps écorchés de tous ces fameux damnés de la terre, meurtris, réduits à néant sans aucune raison, annihilés sans autre choix que de poser un genou à terre, de baisser la tête pour tendre la nuque dans l'attente du coup près de l'assassin. Pas eu d'autre choix que d'être humilié par un dossier classé sans suite, un hôpital qui n'avait plus de place, des assurances qui n'ont pas reconnu l'état de victime d'agression mais l'état d'estropié d'un accident du quotidien. Humilié et des années à se relever pour expliquer ça. Des années à trouver la forme à donner à ce récit sans fin, sans début, sans but. Humilié par les mensonges, les incompréhensions, les regards apitoyés, les larmes compatissantes, humiliés par l'oubli forcé du soi d'avant, d'une vie d'avant, forcé d'oublier ce que c'est que de ne pas avoir peur, forcé de garder l'odeur de la mort dans le nez. C'est fort, hein ? Ouh là là. Donc là, on voit aussi entre effectivement cette histoire et puis aussi la tension que tu mets aussi dans la lecture.
avec la ponctuation, enfin, je trouve que tout ça aussi, ça a énormément de sens. Donc, toi, homme de théâtre, je pense que tu peux qu'aller dans ce sens-là aussi. Oui, puis ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, le fond et la forme, c'est la même chose. Et tout le travail, que ce soit en podcast ou sur scène, enfin, tout le travail quand on raconte une histoire, c'est que ce qui est raconté au fond de cette histoire et la façon dont on le raconte se rejoignent. Et c'est l'un qui détermine l'autre qui détermine l'un. Voilà. Merci Antoine. Merci. J'aimerais, il reste 5 petites minutes, 6 exactement avant la fin de notre émission. Je vous avais demandé en fait de trouver une citation en fait qui vous parle, qui a du sens dans votre vie, ou alors un conseil qu'on vous a donné un jour qui résonne encore dans votre vie aujourd'hui. Alors c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que je trouve que c'est aussi une manière de mieux vous connaître, mieux connaître aussi voilà votre expérience de vie. Je sais pas qui commence, Alors moi j'en ai une qui m'a été dite, qui a rien à voir avec la voix, mais qui a bouleversé quand même ma vie par des simples mots. Donc ça rejoint quand même le pouvoir des mots aussi. Quand il m'est arrivé le drame qui m'est arrivé en 2019, on m'a dit quelques temps plus tard, tu sais, dans la vie il y a du soleil et de la pluie, essaye toujours de te tourner vers le soleil. Donc pour moi ça voulait dire, sans en nier qu'il peut y avoir des moments de souffrance dans une vie, essaye toujours quand même malgré tout d'aller voir ce que ça donne du côté du soleil. Alors moi j'ai une citation de Dostoïevski, excusez du peu, que j'ai croisée, je pense à la fin de mon adolescence, peut-être juste après le lycée, qui dit « La beauté sauvera le monde ». C'est dans l'Idiot. Alors oui. Il le dit d'une certaine manière, dans certaines circonstances qu'on rappellera pas forcément aujourd'hui, mais derrière cette beauté qui sauvera le monde, j'entends tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, qui est la beauté non seulement purement esthétique que peut être la beauté d'une voix derrière un micro et de quelqu'un qui l'écoute, mais aussi la beauté du monde et aussi quelque part ce qui est l'essence de l'art, quoi, de chercher cette beauté, alors qu'elle soit effrayante ou pas. Beauté, c'est pas forcément cuicui les petits oiseaux, mais voilà, cette beauté-là, si on cherche à la remettre au centre de nos vies, et même je fais plus que ça et presque faire un peu de politique, si on la remet au centre de nos sociétés, peut-être que la chose tournerait différemment. C'est une quête pour toi ? C'est ma raison de vivre. C'est ta raison de vivre. C'est pour ça que je me lève le matin. Roxane, Karen ? Roxane. Oui, et bien moi c'est une citation aussi des rêveries du promeneur solitaire. À peine est-il dans nos plus vives jouissances, un instant où le cœur puisse véritablement nous dire « Je voudrais que cet instant durera toujours ». Qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Alors, en quoi elle est touchante pour toi ? Alors ça fait quoi ce que je disais tout à l'heure quand j'ai expliqué que j'avais vécu un véritable drame, je n'ai pas honte de le dire. En 2020, mon cancer a récidivé, c'était autrement plus grave. J'ai eu la chance de m'en sortir, voilà, en rémission depuis 3 ans et demi. Et cette citation, elle résonne parce que c'est quelque chose que je me dis aujourd'hui, où j'avais le sentiment de ne pas profiter réellement de tous les moments, les bons moments, bien sûr, que j'ai pu vivre avant cette maladie. Et maintenant, à chaque fois, même des choses que je fais au quotidien, mais surtout les choses que je partage avec mes amis qui sont vraiment en or, je tiens à le dire, toutes les sorties qu'on fait originales, je les savoure et je me dis... Et quand je rentre, je me dis, c'est pas vrai, c'est déjà terminé. J'ai l'impression que ça a duré 2 secondes, en fait, alors que je suis restée 3-4 heures avec eux. Et c'est vraiment ce côté d'apprécier sincèrement. Savoureux. Ouais, savourer toutes les choses du quotidien, conduire, aller au restaurant, des choses que beaucoup de gens n'ont pas la chance de pouvoir vivre. Voilà, l'apprécier pour eux. En même temps, on a tous la chance de savourer un présent. Qu'on soit ici ou ailleurs, dans telle ou telle situation. Moi, je trouve qu'on a une très belle égalité de cœur, en tout cas. C'est que chacun, que nous soyons, peu importe qui on est et avec qui on est et où on est quand même en lien avec notre cœur qui, finalement, s'ouvre à tous les possibles, tout ce qui est possible, je crois. Hein. Karen, c'est une citation, un conseil ?
Pardon, comment se partage le micro, excusez-moi. Oui, j'avais une première citation, peut-être pour parler des podcasts, mais je crois que c'est finalement la requête, elle était plutôt liée à une philosophie de vie. Donc, j'aurais une citation qui est bien connue et très classique, mais c'est « il faut cultiver notre jardin ». Voltaire dans Candide, c'est la conclusion avec en réaction à Pangloss qui parle beaucoup pour rien dire et qui a des conseils très biaisés. Voltaire qui répond à Rousseau en toute amitié et l'idée, je crois, dans cette phrase il y a cette notion de culture, de se cultiver soi-même, d'apprendre à se connaître soi-même et de s'ouvrir aux autres, mais parfois de chercher la solution auprès de soi avant d'attendre qu'elle arrive du monde entier. De savoir faire de son monde un refuge et aussi un lieu d'accueil, parce qu'un jardin, il y a toujours des jardins très, très accueillants. Et puis peut-être un clin d'œil aussi à notre capacité de cultiver au sens premier du terme. Est-ce qu'on est encore capable de se cultiver, de cultiver un jardin? Est-ce qu'on est capable de cultiver, de se nourrir? Est-ce qu'on est capable d'avoir un pays qui sait se nourrir? Clin d'œil à nos agriculteurs à qui on pense, bien sûr. Et en même temps, cultiver son jardin. Alors je trouve que c'est vachement chouette aussi comme citation par rapport à la thématique du jour, où finalement aussi on est dans le partage. Donc cultiver son jardin, oui, mais finalement pour mieux le partager aussi ensemble. Et ça, je trouve que c'est aussi une belle boucle, en tout cas. Vraiment, merci beaucoup à vous d'être venu, d'avoir accepté de venir dans l'épicerie culturelle ce jour autour de cette thématique. Merci aussi pour tout ce que vous nous offrez aussi à travers vos podcasts, toute l'énergie bienfaisante que vous donnez, que vous partagez. Sachez, chers auditeurs, que pour ceux qui aimeraient réécouter l'émission, il y a un replay podcast qui est différent d'un podcast. Ça fera une autre émission, mais que vous trouvez sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. On mettra aussi également les liens vers vos podcasts sur la page Facebook de l'épicerie culturelle et l'Instagram. Passez une excellente journée. On se retrouve très bientôt dans 15 jours. Restez à l'écoute de Radio Grand Lac et soyez aussi à l'écoute à 17h15 avec la belle Sonia. Ça y est, je m'en suis rappelée avec son émission qui est Grandiose. À très bientôt et très bonne journée. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.